Bien, a priori ça marche. Bonjour à tous, bienvenue sur cette première expérience de live Facebook. Je suis Thomas Belligan, je suis consultant à l'APEC et animateur de communauté. Je suis accompagné de François Cousin. François Cousin, donc consultant à l'APEC aussi et animateur de communauté avec Thomas. Le live Facebook, c'est une première expérience, mais qui fait aussi écho à d'autres expériences qu'on a mises en œuvre déjà depuis quelques années, et notamment des expériences de chat, des chats écrits bien sûr, et puis des chats vidéo qui ont été démarrés il y a un petit peu plus de 2 ans. Alors, c'est une première expérience, on va vous demander aussi un peu d'indulgence sur la forme, et puis surtout vos retours. Et vos questions. Le thème qu'on a retenu aujourd'hui avec François, c'est soigner sa présence sur les médias sociaux et toutes les questions qui sont relatives à la gestion de ces espaces pour chacun d'entre vous sont évidemment les bienvenus. On parlera des profils, on parlera de ce qu'on appelle le personal branding, ou en tout cas l'image personnelle. On a 45 minutes ensemble, donc on a, je pense, le temps de traiter un grand nombre de questions. François, peut-être qu'en guise d'introduction, on peut dire quelques mots sur ce qu'est l'impact, l'enjeu aujourd'hui de gérer sa présence sur les médias sociaux. Tu nous en dis quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, les médias sociaux font partie de notre quotidien. Et donc, bien évidemment, dans la recherche d'emploi, les médias sociaux ont une part importante aujourd'hui dans notre vie. Alors, j'aurais tendance à faire rapide, puisqu'on abordera tous les points au fur et à mesure, mais globalement, 3 points principaux. Tout d'abord, bien évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes connectés ce matin avec nous, c'est d'être recruté. Et donc, on abordera ensemble comment utiliser les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, etc. pour être recruté aujourd'hui. Dans un second temps, évidemment, c'est assurer sa visibilité. Donc, comment fait-on pour apparaître sur la première page de Google? Comment fait-on donc pour être visible par rapport à ses homonymes? Je pense que ce sont des questions que l'on abordera au fur et à mesure. Et enfin, dernier point aussi qui est toujours important, entre autres pour les jeunes diplômés, c'est de travailler son projet professionnel. Et ça aussi, c'est un point important que l'on néglige souvent quand on est sur les médias sociaux. Bien, alors le temps que vos questions arrivent, alors surtout ne vous censurez pas, on est sur un sujet qui est finalement ancien et en même temps assez récent pour beaucoup d'entre nous, qu'on soit d'ailleurs jeune ou moins jeune, parce que c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on est sur tous les médias sociaux, Instagram, Snapchat ou autres, qu'on est forcément à l'aise dès qu'il s'agit de gérer sa carrière sur ces espaces. Et de gérer sa visibilité, tout à fait. Oui. Exactement. Donc ne vous censurez absolument pas. Peut-être que, en attendant nos premières questions, on peut peut-être dire quelques mots sur, je dirais, l'aspect visuel. Je vois beaucoup encore aujourd'hui, François, de personnes qui ont des profils avec des photos parfois peut-être faites un peu plus amateur, avec le selfie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est sur des réseaux sociaux professionnels, selon toi, on peut s'autoriser une photo à la Facebook ou à la Snapchat? Alors pas du tout, puisque nous sommes évidemment sur des réseaux sociaux professionnels. Là, évidemment, je parle de Viadeo et principalement de LinkedIn. Et donc, ce sont des réseaux où on doit avoir évidemment une photo professionnelle. Qui dit photo professionnelle, dit une photo évidemment avec un fond neutre, dit forcément une photo où on est seul sur la photo. C'est important. Alors, ça peut paraître de temps en temps rigolo, ou ça peut prêter à sourire d'être seul sur une photo. Eh bien, sachez que régulièrement, sur les profils LinkedIn, on voit plusieurs personnes sur une photo d'un profil. On évitera évidemment nos amis les bêtes aussi sur nos photos de profil. Moi je l'ai vu. C'est vrai. J'ai vu un husky récemment. C'est vrai. C'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude de voir des chatons, des chats ou voilà, ce genre d'animaux sur des photos. Alors moi j'adore les animaux, mais chacun a sa place. Et je ne pense pas qu'une photo avec un chat ou un chien soit le lieu le mieux approprié sur un profil professionnel. Si on doit résumer ce qu'est une photo pro finalement, on dit quoi? C'est une photo qui cadre plutôt serrée? Voilà, plutôt serrée, le sourire, une photo récente, une photo qui vous ressemble.
Je pense que là, avec ça, déjà, ce sont quelques éléments déjà de base qui sont indispensables. Très souvent, je pense que Thomas, tu ne me contrediras pas, est bien préféré peut-être parfois un photographe, quitte à ce que ça vous coûte 15 ou 20 euros pour avoir une photo professionnelle, que de le faire chez soi en amateur. Les rendus ne sont pas toujours géniaux. J'ai vu ce matin sur LinkedIn, c'est tout frais, ça a apparu sur mon compte, que LinkedIn aujourd'hui propose quelques outils pour professionnaliser sa photo. Alors je ne suis pas allé voir, j'ai vu ça il y a quoi, il y a 20 minutes, mais peut-être que ça mérite le coup d'œil. Exactement, tout à fait. Un recadrage, voilà, un filtre, c'est ça, exactement. Alors, on a une première question, c'est Mathilde qui nous dit être visible, mais comment? C'est vrai qu'il ne suffit peut-être pas d'avoir un compte et puis d'attendre que les choses se passent. Hein. Un compte LinkedIn, c'est pas une CVTech là, sur laquelle on vient remplir un profil et puis ensuite des recruteurs bienveillants, éblouis par tant de compétences, viennent tout de suite vous proposer un poste dans la foulée. Alors, être visible, oui, mais comment, François, selon toi? Alors, sans rentrer dans un jargon trop technique, la visibilité passe par la notion de référencement, et de référencement dit naturel. Si je tape mon nom et mon prénom sur un moteur de recherche, celui qu'on utilise tous, que tu utilises, c'est évidemment Google, est-ce que naturellement mon nom et mon prénom vont ressortir de suite dans les 10 premiers résultats de Google? Déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà la première notion de visibilité. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais je pense que le référencement naturel, c'est un élément important, et donc pour ça, il faut travailler sa visibilité. Oui, et ça passe aussi par, me semble-t-il, une multiplication de la présence. C'est vrai que LinkedIn, Viadeo, même si, je ne sais pas, on dira quelques mots sur Viadeo certainement tout à l'heure, mais LinkedIn, Viadeo sont extrêmement bien référencés. C'est vrai que sur certains métiers, sur certains secteurs, finalement, ça ne suffit presque pas. Il y a d'autres espaces sur lesquels on peut être présent. Oui, je pense notamment à Twitter. Oui, tout à fait. Et puis, j'aurais tendance aussi à te dire, Thomas, que la visibilité, c'est aussi du côté des recruteurs, le fait, par exemple, dans Google, de taper un métier et une ville ou une région, et de voir quels sont les retours que l'on peut avoir en termes de profil. Et donc la visibilité, ça passe aussi, il ne faut pas oublier que c'est tout d'abord pour le recruteur que c'est utile. La visibilité, évidemment, c'est utile pour soi, mais si on est visible, ça veut dire qu'on est visible évidemment pour les recruteurs. C'est ça qui est important. Attention aussi de bien vérifier tous les paramètres de confidentialité et de sécurité qui sont associés à tous ces espaces. Je pense notamment à LinkedIn qui vous permet parfois d'avancer plus masqué quand on est dans des logiques de recherche d'emploi, évidemment, et de référencement. Oui. Il ne s'agit pas de bloquer tous les accès, toutes les possibilités d'être repéré. Alors ça amène aussi une autre question, c'est celle du professionnalisme et de la, je dirais, de maintenir la frontière entre vie perso, vie pro. Oui. Alors, moi, ce que je dis beaucoup quand j'anime des ateliers autour des réseaux sociaux, c'est que les réglages que l'on fait ne sont jamais des réglages à vie, puisque finalement, notre situation personnelle et surtout notre situation professionnelle va évoluer. À un moment donné, on va être recruté, c'est le DRH qui va nous embaucher, on va le demander en contact, et puis au bout de quelques temps, pour des raisons diverses et variées, on est un petit peu moins en phase avec l'entreprise, un petit peu moins en phase avec certains collaborateurs de l'entreprise. Et bien les réglages que l'on avait fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, et bien il faut toujours repenser donc, à ces réglages parce que sa visibilité elle n'est pas la même, parce que si à un moment donné je décide de quitter cette entreprise, et bien évidemment ça fait toujours mauvais genre de voir s'afficher sur les réseaux que j'ai ajouté 5, 10, 15 profils d'entreprises concurrentes à la mienne. Et si mon DRH, aussi mon manager ou mon DG voit cette actualité-là, eh bien évidemment ça peut me poser quelques soucis en interne. La question sur Viadeo n'a pas tardé. Il y a Virginie qui nous dit est-ce qu'il est vraiment intéressant d'être à la fois sur Viadeo et sur LinkedIn? On entend de moins en moins parler de Viadeo. Alors là, j'aurais tendance déjà à faire une première remarque, au-delà de la santé de Viadeo. De toute façon, être présent sur les deux, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça veut dire évidemment quelque chose de simple, ça veut dire 2 fois plus de temps. Donc déjà, être présent sur les deux, c'est plus de temps que si vous utilisez l'un des deux. Bon,
Ça, c'est déjà un premier élément de base. Après, concernant Viadeo, LinkedIn, il faut être clair, aujourd'hui, depuis quelques mois, on entend beaucoup moins parler de Viadeo. On ne sait pas trop aujourd'hui quelle est la stratégie de Viadeo pour 2017 et 2018. Peut-être rappeler que Viadeo a été racheté fin 2016. Et on observe, en tout cas, c'est pas à faire offense à Viadeo que de le souligner, mais on observe une réelle perte de vitesse depuis quelques temps. Alors, je vois dans les questions là qu'on nous dit qu'on ne nous entend pas forcément bien. Alors, on va faire l'effort de parler un petit peu plus fort et d'articuler un petit peu mieux. Exactement. Tu disais quant à Viadeo, alors faut être sur les deux encore aujourd'hui ou pas? Alors, moi j'aurais tendance à donner le conseil suivant. Pour moi, déjà, ce qui est important, c'est de savoir où va se situer son réseau. Certains corps de métier, certains secteurs d'activité peuvent être représentés de façon plus importante sur Viadeo et d'autres de façon plus importante sur LinkedIn. Donc déjà, le premier réflexe, c'est déjà d'aller un petit peu rechercher sur l'un et sur l'autre et de regarder un petit peu si finalement le réseau est plus présent sur Viadeo ou sur LinkedIn. Ça, c'est déjà un premier point. En cherchant par exemple des concurrents, en cherchant des collaborateurs de son entreprise, en cherchant des collaborateurs de son secteur d'activité, ça va vous permettre déjà d'avoir une certaine cartographie des réseaux et peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire « Ah bah finalement, mon réseau il est plus présent sur Viadeo ou il est plus présent sur LinkedIn ». Il y a encore quelques outils de Viadeo qui sont intéressants. En plus, selon moi, Viadeo s'est lancé dans l'évaluation des entreprises. C'est encore l'occasion de trouver des avis, de trouver des commentaires, des évaluations aussi, et puis recueillir le sentiment des salariés d'une entreprise. Ça, moi, je trouve ça encore intéressant sur Viadeo. Oui. Je ne sais pas s'il est toujours aussi investi par les salariés. À partir du moment où, on n'a pas les chiffres évidemment, mais en termes de trafic, si on a un petit peu moins de personnes aujourd'hui sur Viadeo, bien évidemment, au niveau des notations des entreprises, ça risque sûrement peut-être un petit peu de se ressentir. J'aurais tendance à dire, pour pouvoir un peu aussi comparer en termes de notation, tu parlais de notation des entreprises, je pense qu'il faut aussi utiliser un site comme Glassdoor, qui n'est pas un réseau social évidemment, mais en termes de notation, qui va pouvoir permettre aux futurs salariés de pouvoir justement mieux appréhender cette fameuse notation des entreprises. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Glassdoor, c'est un peu c'est le site américain qui il y a 2 ans et demi, 3 ans, a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va tuer les sites emploi avec une approche autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'offre enrichie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un texte basique, mais d'enrichir cette offre avec des avis de salariés, avec des notations, avec même des visuels. Tout à fait. Oui. Moi, je trouve l'idée super séduisante. C'est vrai que ça casse avec l'offre telle qu'on l'a connue à l'époque. Nous, on est plutôt jeunes, mais on a connu l'offre dans l'Express avec 3 lignes sur l'entreprise, 2 lignes sur le poste, une vague demande sur le profil. Là, on a évidemment quelque chose de beaucoup plus enrichi. Ça peine à exploser en France. Il y a des sites comme Meilleures Entreprises qui se lancent là-dedans. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, moi je trouve ça chouette. Écoute, oui, moi je trouve qu'on retrouve ça dans plein de secteurs commerciaux, le tourisme, les restaurants. On a la possibilité d'avoir des notations, donc pourquoi pas dans le domaine du recrutement. C'est un domaine aussi où on parle beaucoup d'expérience candidat, alors sans sortir forcément du sujet, mais c'est vrai qu'on a des entreprises qui peinent à recruter et qui ne se posent pas forcément la question de l'expérience candidat. L'expérience candidat, ça passe aussi par l'interne, par rapport à l'expérience des salariés. Donc tout ça, c'est des éléments importants dans le choix, puisque finalement, aujourd'hui, on se rend compte que dans le recrutement, le candidat, quand il a la possibilité, il va choisir son entreprise aussi en fonction de ce qu'on peut trouver comme valeur, comme culture à l'interne. Bon, donc en résumé, Viadeo, LinkedIn, c'est peut-être pas inutile encore aujourd'hui d'être présent sur les deux. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. L'avenir de Viadeo. En tout cas, aujourd'hui, si on a bien un qui est totalement incontournable, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn. Ça, il n'y a pas à tergiverser. Une autre question. Pensez-vous qu'il existe des situations où il est déconseillé de publier sa photo sur les réseaux sociaux, le CV, etc. Par exemple, quand on a l'air très jeune.
moi, je réagis peut-être à cette question, est-ce qu'il faut mettre une photo? Je crois que c'est la règle du jeu. Il y a des études LinkedIn qui ont montré que je crois qu'un profil avec photo est 11 fois plus visité qu'un profil sans photo. On est sur un espace où il faut quand même avoir une très bonne raison pour ne pas publier ses photos. Et puis, alors, caractère jeune, ouais, alors ce qui est très drôle, parce que souvent j'ai plutôt l'inverse, hein, j'entends plutôt des cadres qui me parlent de si je fais trop vieux, est-ce qu'il faut que je mette ma photo ou est-ce qu'au contraire je vais mettre une photo d'il y a 10 ans. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'aspect esthétique, c'est aussi le fait de pouvoir reconnaître une personne. Régulièrement, essayez, tapez un nom dans LinkedIn quand vous avez un résultat, pas de souci, mais quand parfois vous arrivez avec 10, 15, 20, 50 résultats, c'est-à-dire 30, 40, 50 personnes ayant le même nom, avoir une photo qui soit par exemple identique à celle du CV peut permettre à un recruteur d'aller directement sur le bon profil. N'hésitez pas aussi, pensez aussi à la situation de la vie réelle. Hein. Vous allez sur un salon, vous allez sur un forum, vous rencontrez des personnes, vous discutez, la personne a retenu votre nom et votre prénom, elle va taper votre nom et votre prénom sur Google. Bien évidemment, le visuel il est extrêmement important dans toutes ces situations. Donc il ne faut pas juste se résumer à se dire « Ah, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop grand, trop petit », mais franchement, la situation, la photo est pour moi un élément indispensable du profil. Et puis plus peut-être que des aspects liés à l'âge ou exactement, autre chose. Tout à fait. Je crois que c'est le professionnalisme aussi de la photo. Exactement. On revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Je ferai jeune si j'ai un selfie, je ferai comme ça, sur quelque chose qui n'est pas très professionnel. En revanche, une photo qui est faite idéalement par quelqu'un dont c'est le métier, qui est soignée avec des couleurs, des contrastes, et puis une posture qui renvoie aussi à votre professionnalisme. Ça suffit, me semble-t-il, amplement. Et puis la photo, c'est aussi le reflet, quelque part, de l'âge et du parcours professionnel. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes futur diplômé, il est logique que vous ayez une photo qui ressemble à ce que vous êtes aujourd'hui dans la situation professionnelle, c'est-à-dire un étudiant ayant quelques mois de stage ou une alternance. J'ai coutume de dire, quand je travaille avec les cadres, et toi aussi j'imagine, qu'il y a en général sur un profil LinkedIn 3 éléments qui sont absolument déterminants. La photo, bien sûr, parce que c'est la première chose que vous donnez à voir, mais à ça, on peut ajouter le titre et le résumé. Alors, sachant que LinkedIn a évolué en début d'année 2017 et a fait quelque chose qui, moi, me séduit un petit peu moins, c'est qu'ils ont réduit le résumé à 2 lignes, et pour pouvoir accéder au résumé, ça oblige celui qui vient visiter votre profil à aller cliquer sur « Voir plus ». Mais cette photo, ce titre et ce résumé jouent un peu ont un peu le même effet que dans un article de presse, par exemple, bien sûr l'image qui est associée, le titre de l'article qui vous donnera ou non envie d'aller lire l'article, et puis le résumé qui joue le rôle de ce que les journalistes appellent le chapeau, c'est-à-dire les quelques lignes que vous trouvez souvent en gras et qui vous laissent entendre ce que vous lirez dans l'article. Je ne sais pas si tu partages cet avis, que ces 3 éléments sont absolument déterminants. Alors, quelques éléments du coup complémentaires à ce que tu viens de dire, Thomas. D'abord, concernant le titre, c'est un élément extrêmement important, puisque n'oubliez pas que quand je vais taper un nom et un prénom dans Google, la première chose que je vais voir à côté de profil LinkedIn, votre nom et votre prénom, c'est votre titre. Donc le titre a une importance, puisque c'est le premier élément que le recruteur va lire quand il va faire une recherche vous concernant. Alors quand je parle de titre, il faut bien qu'on parle de la situation ou du métier que vous souhaitez exercer d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, si je parle des étudiants. Donc attention, ne soyez pas dans une logique de étudiant en 3e année 2 avec un nom imprononçable, avec parfois, je le vois sur certains diplômes de l'université, où on commence à avoir des titres de diplômes qui font 30 ou 40 mots. Donc essayez d'être synthétique et puis surtout de penser à l'avenir en termes de métier. Donc sur le profil, c'est important de noter évidemment le futur métier que vous envisagez de faire. Après, concernant ce que tu appelles le résumé, là aussi, attention, Thomas l'a bien rappelé, aujourd'hui, avec la nouvelle mouture de LinkedIn, on est maintenant cantonné à 20 mots, 30 mots, alors je ne les ai pas comptés, mais avec derrière un petit curseur et cliquer sur Voir plus.
faut pas se leurrer. Hein. Donc le plus important, c'est évidemment ces 2 lignes, puisque la probabilité que quelqu'un clique sur le voir plus est de l'ordre de 1 sur 10 ou de 1 sur 20. Oui, ou alors il y a un intérêt à... Enfin, par exemple, je pense à des cas de figure où on est par exemple dans le cadre d'un recrutement, j'ai un candidat que j'ai déjà convoqué en entretien, là je vais vraiment aller développer son profil. Effectivement, pour le reste, en effet, c'est pas évident. Voilà, il faut vraiment se dire que ces 20 mots, ces 30 mots-là sont vraiment la substantifique moelle. Hein. Donc il faut vraiment mettre le paquet dans ces 2 premières lignes, quitte à évidemment à mettre beaucoup plus de choses, mais dans la suite. Mais après, on peut l'enrichir. Et puis, c'est intéressant de rappeler, parce que tous les candidats ne le font pas nécessairement, que dans cet espace résumé, vous avez la possibilité aussi d'intégrer des visuels, d'intégrer des liens URL qui renvoient tantôt vers le site d'une entreprise, tantôt vers des réalisations ou des contenus multimédia. Ça fait partie des plus qu'apprécie le visiteur d'un profil, c'est-à-dire aller trouver des choses qui vont aussi au-delà du CV. Je sais pas ce que c'est toujours ce que je dis dans mes ateliers, en fait, pour toujours comparer. Souvent, j'ai des cadres, des jeunes diplômés qui me disent « Ah mais oui, mais en fait, mon profil, c'est la copie conforme de mon CV ». Non, évidemment, dans le profil, on va retrouver les éléments du CV, mais je dis toujours qu'en fait, le CV, c'est de la 2D et en fait, un profil, c'est de la 3D. On est vraiment dans un élément qui va enrichir le CV, qui finalement, le CV n'a pas beaucoup bougé depuis 20 ou 30 ans. Non, c'est toujours le format A4, une page ou 2 peut-être dans certains cas. Exactement, tout à fait. Il y a Virginie qui nous pose une question que je trouve intéressante parce qu'elle fait le lien avec ce que tu disais sur le titre. Elle dit « J'avais justement mis le titre chef de projet événementiel, mais comme j'ai aussi de l'expérience en communication, ça pourrait être un autre type de poste. » Et elle dit « Est-ce que dans ce cas, je ne suis pas en train de restreindre mes chances qu'un potentiel recruteur me contacte ?» Alors oui, en fait, si vous voulez, là, on touche sur les personnes qui parfois peuvent avoir une multitude de casquettes, ou parfois des personnes qui ont un double métier et donc pour lesquelles ça peut être compliqué. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance par contre à être un peu tranché dans le vif et dire bah oui Virginie, écoutez franchement, pour moi il faut vraiment travailler de façon empirique avec vos métiers. Quand vous me dites chef de projet événementiel ou dans la communication, posez-vous la question finalement de quel est le métier qui pour moi a peut-être le plus de chances d'obtenir, le métier qui va me permettre d'obtenir un job le plus rapidement. Est-ce que ça va être plus sur chef de projet événementiel? Est-ce que c'est sur d'autres métiers dans la communication? Pour moi, il n'y a que cette méthode-là, parce que sinon, à être trop généraliste, trop vague, on va être sur un standard. C'est vrai que à vouloir toucher tout le monde, finalement, on ne touche plus personne. Après, ça peut être aussi des choix qui vont être faits selon des périodes. Peut-être que le cœur aujourd'hui donne plutôt la priorité à un projet plutôt qu'à un autre. Et puis si au-delà d'un certain temps pendant lequel on va prioriser ce projet-là, les retours ne sont peut-être pas à hauteur de vos espérances, alors vous pourrez peut-être modifier les choses. Mais vouloir ratisser trop large n'a jamais été... c'est vaste. Et Thomas, je voudrais rajouter par rapport à ce que tu es en train de dire que l'élément important, c'est de se dire que le titre que je vais mettre sur mon profil LinkedIn doit être lié à la stratégie de recherche d'emploi que je mène actuellement. Donc si Virginie, actuellement, vous êtes dans une logique de candidater sur des postes de chef de projet événementiel, eh bien faites en sorte que sur votre profil, eh bien, nous ayons un métier qui soit le plus proche possible des offres auxquelles vous répondez. Si maintenant vous changez, eh bien c'est ce que disait Thomas, eh bien dans ces cas-là, faites évoluer votre titre en fonction de l'évolution aussi de votre recherche d'emploi. Oui, tout à fait. Alors un profil, évidemment, ça n'est pas qu'un visuel, un titre et puis un résumé, même si on l'a rappelé, c'est quand même sur ces 3 éléments que va souvent se forger un avis. Tout à fait. Derrière, c'est d'autres choses. Alors bien sûr, des contenus d'expérience, on peut peut-être en dire un mot, François, sur les expériences, parce que on l'a rappelé tout à l'heure et tu l'as bien dit. On sort du CV format A4, on sort du CV avec une place finalement très limitée pour les expériences.
Là, on est moins contraint. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout dire, qu'il faut être absolument exhaustif? T'en penses quoi de ça? Alors déjà, moi ce que je constate d'une manière générale, c'est que les candidats mettent l'expérience professionnelle dans le résumé. Beaucoup d'entre vous, vous ne mettez rien sous l'expérience professionnelle. C'est-à-dire que j'ai une rubrique vide, j'ai juste un titre. Ça c'est fréquent, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. C'est très souvent. Gardez le résumé pour parler plutôt de l'avenir, de ce que vous avez envie de faire. Et puis par contre, dans l'expérience professionnelle, là vous avez de la place pour détailler en effet vos expériences professionnelles et y mettre des éléments donc complémentaires. Tu disais tout à l'heure Thomas qu'on pouvait rajouter des documents, des liens URL, des vidéos. Évidemment on peut les mettre dans le résumé, mais on peut aussi les mettre dans l'expérience professionnelle, ce qui peut avoir justement être un élément complémentaire, j'allais dire pour apporter des éléments factuels par rapport à son expérience professionnelle. Dans les postes que vous avez occupés, vous avez peut-être fait l'objet, vous avez peut-être une vidéo à ajouter, vous avez peut-être un lien URL, une photo ou un PowerPoint, pourquoi pas, ou un prési, peu importe, une présentation que vous auriez envie de mettre sur votre expérience professionnelle. Là, on est vraiment dans la partie factuelle. C'est ce que les recruteurs ont parlé tout à l'heure, je vous ai évoqué tout à l'heure la notion de 2D et la notion de 3D. Et bien pour moi, la notion du profil, c'est vraiment apporter de la notion de 3D et donc apporter des éléments complémentaires dans l'expérience professionnelle, permettre vraiment du coup aux recruteurs de voir la dimension, de voir ce dont vous êtes capable de faire pour un futur poste. Oui, il me semble qu'un profil finalement... dans un profil, on va retrouver des choses qu'on peut retrouver dans un CV et c'est tous les éléments qui vont permettre de comprendre un poste et de bien l'appréhender. Pour faire très simple, c'est d'avoir des mots sur ce qui concerne vos missions. Hein. C'était quoi le sens du poste que vous avez occupé? Et c'est jamais inutile parfois de redire des choses qui peuvent à vous sembler très évidentes. C'est bien sûr des réalisations pour réussir cette mission et puis idéalement du résultat. Et puis par rapport à ce que tu disais, j'avais envie d'ajouter un autre point là qui est vraiment lié à l'utilisation de LinkedIn. Quand vous devez mentionner votre entreprise, soyez vigilant à retrouver peut-être l'intitulé ou le nom exact de l'entreprise, quand bien même vous êtes dans une filière, quand bien même vous avez peut-être vous l'habitude de communiquer autrement, parce que retrouver le nom de l'entreprise vous permettra de faire le lien avec la fiche entreprise. Et ça, c'est toujours très intéressant pour un recruteur ou un visiteur d'aller cliquer sur la fiche entreprise. Alors, tout à fait d'accord avec toi Thomas, mais encore faut-il que cette fiche entreprise existe. Exactement. C'est-à-dire qu'on va vite se rendre compte que sur certaines PME ou TPE, la fiche entreprise n'existe pas. Par contre, en effet, là où je te rejoins, je suis tout à fait d'accord avec toi, à partir du moment où la fiche entreprise existe, donc parfois il faut fouiner un petit peu parce qu'en effet c'est une ESA ou c'est le nom du groupe et pas le nom de la filiale. Mais à partir de là, je vous invite évidemment, comme le disait Thomas, à vous rattacher à l'entreprise et à la page entreprise. En fait, ça a plusieurs intérêts. Et le premier, tout d'abord, c'est de pouvoir apporter de l'information sur mon entreprise. Parce que quand je travaille chez, je sais pas moi, Orange ou à la SNCF, tout le monde voit ce que c'est comme entreprise. Mais on a des tas d'entreprises, des tas de PME importantes, dont certains recruteurs ne connaissent pas forcément le secteur d'activité ou les produits. Ou une entreprise qui est bien connue sur une région. Exactement. Quand le candidat se positionne sur une autre région, le nom était évidemment très très bien identifié sur sa région d'origine, ne l'est plus sur une autre région. Et puis, je te coupe, un deuxième élément, c'était un recruteur qui une fois m'avait donné cette astuce. Il me disait, moi parfois de temps en temps, quand je tombe sur un profil qui m'intéresse, mais que cette personne n'est pas forcément sur la région sur laquelle j'envisage de recruter, et bien dans ces cas-là, je vais aller fouiner, je vais aller chercher dans son entreprise pour voir si cette personne que j'ai repérée n'a pas des homologues dans une autre région qui serait la région pour laquelle je voudrais recruter. Et ça me permet comme ça, par saut de puce, en passant d'un profil d'un candidat, en passant par la page entreprise, d'aller éventuellement repérer d'autres profils qui sont un petit peu des clones de ce candidat et de voir si ailleurs j'ai pas des candidats plus proches par rapport au lieu de travail qui seraient susceptibles de m'intéresser. On évoquait justement les entreprises, parfois les PME qui ne sont pas toujours présentes ou qui n'ont pas toujours une fiche entreprise, ce qui nous permet de répondre aussi à une question qui nous interroge sur des secteurs. Oui. Il y a une question qui nous demande si le secteur médico-social finalement
est tout aussi présent sur ces espaces. Et la personne qui lui pose la question a l'air plutôt de sous-entendre que ça n'est pas véritablement le cas. À titre personnel, ce que j'observe, mais tu me diras si tu l'observes aussi de ton côté, c'est que oui, il y a des secteurs, il y a même des métiers, il y a des fonctions qui sont nettement plus en avance que d'autres. Les informaticiens, les marketeurs, les communicants sont en général ceux qui investissent prioritairement ces outils. Et le médico-social peut parfois, en tout cas on l'a observé, arriver avec un petit temps de retard. C'est de moins en moins vrai. Moi ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, à défaut des structures, ces acteurs, eux, sont de plus en plus présents. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu observes aussi? Non, enfin, je serais de ton avis, Thomas. Tous les secteurs ne sont pas matures en même temps sur le digital. Bien évidemment, comme tu l'as évoqué, l'informatique, les grandes entreprises, les secteurs du conseil, par exemple, vont être des secteurs qui vont être un petit peu en avance, donc qui vont évidemment être en amont sur ces supports. Bien évidemment, d'autres secteurs, on a parlé ici, la question tournait autour du secteur de la santé et du sanitaire et social, mais on pourrait prendre par exemple le secteur du bâtiment ou des secteurs qui sont, un peu moins enclins, eh bien ils viennent et on voit bien aujourd'hui de plus en plus de monde présent sur ces secteurs. Bon, voilà, c'est une question de degré de maturité des entreprises et du secteur. Puis rappelons qu'on parle de réseaux maintenant qui ont une bonne dizaine d'années, qui ont eu le temps d'être repérés, identifiés par tous les secteurs. Aujourd'hui, un cadre sait que la gestion de sa carrière passe par ces outils. Donc les secteurs à la traîne ou les métiers à la traîne sont quand même de moins en moins nombreux, voire quasi inexistants. L'autre jour, j'ai même cherché des fonctions non cadres et quelque chose d'assez rare, hein, un peintre en lettres sur les vitrines, ça existe encore. Et bien, figurez-vous que j'en ai eu trouvé 3 ou 4 sur LinkedIn. On a des questions on nous re-questionne sur les photos, et ça, c'est effectivement toute cette dimension visuelle, c'est pas un hasard, elle est importante, et puis elle interroge. Alors, est-ce qu'il faut une photo de profil en particulier quand on est une femme? Est-ce qu'il faut avoir une tenue décontractée ou plus pro? Alors, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Alors, je sais que Thomas fait son timide, mais vous savez que... Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais avec Thomas, nous écrivons, ainsi que Cécile et Laurence, nous écrivons des billets de blog sur APEC.fr. Et Thomas, il y a un mois à peu près, a écrit un super billet justement sur la photo, avec les erreurs à éviter et un certain nombre de choses à respecter. Donc, bien évidemment, on peut vous redonner des éléments, mais surtout, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et venir lire nos billets et le billet de Thomas sur la photo. Sur la tenue décontractée, alors Thomas? Moi je pense qu'on est sur un espace pro. Et sur un espace pro, on se comporte en pro, on a une prise de parole pro, on se donne à voir en tant que pro. Donc voilà, sauf à être sur certaines fonctions, une fois encore, peut-être plus créatives, plus orientées vers, je pense peut-être au métier du sport, où on peut imaginer qu'on va avoir la tenue de l'emploi. LinkedIn, c'est un espace pro, vous y existez en tant que professionnel, et donc on se donne à voir tel que l'on est dans son activité quotidienne. Il ne s'agit pas non plus de s'endimancher, hein, inutile de vous tirer à 4 épingles ou de sortir le costume 3 pièces. Si jamais vous êtes, agent de maîtrise et que vous avez une dimension technique forte, soyez celui que vous êtes dans votre vie professionnelle. Alors, malgré tout, Thomas, je modère un tout petit peu de mon modère. Parce que très régulièrement, j'ai des étudiants, des jeunes diplômés ou même des cadres confirmés qui se mettent en situation professionnelle. Alors, se mettre en situation professionnelle... Oui, je te rejoins. Attention, parce que l'ingénieur en biodiversité dans son marais en cuissarde à 200 mètres, vous voyez, j'ai du mal à le repérer et à voir quel est son vrai visage, surtout avec le chapeau de pluie sur la tête. Vous voyez, donc attention, photo professionnelle ne veut pas forcément dire photo en situation professionnelle. On est d'accord, et sans aller jusqu'au type en cuissarde dans les marais. C'est ça. Les situations de dirigeants ou de collaborateurs avec un téléphone à la main en train de regarder un ordinateur et respirer, c'est pas... Voilà, ça, on va dire que ça a vécu et qu'on peut aller un petit peu... Oui, on peut rester quand même sur une photo beaucoup plus naturelle.
et un peu moins guindé, ou avec un côté un petit peu moins entreprise ou années 90 tel qu'on a pu en voir il y a quelques années. On a beaucoup parlé de la photo, on va revenir aussi sur les contenus des expériences. On parlait tout à l'heure du contenu des posts. On nous demande si on doit mettre toutes les expériences professionnelles, même si elles n'ont pas de lien avec le poste que l'on recherche. Pour moi, ne pas mettre toutes ces expériences professionnelles, l'élément sur lequel il faut faire attention, c'est sur la chronologie. Si vous avez une multitude d'expériences professionnelles et qu'elles arrivent finalement à faire une jonction, pourquoi pas faire l'impasse sur quelques-unes. Si maintenant vous voulez faire l'impasse sur une expérience professionnelle et qu'on se retrouve avec un trou de 2 ans ou de 3 ans sur un profil, eh bien c'est la même chose que sur un CV. Dans ces cas-là, le recruteur peut se poser la question de mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans, pendant 3 ans? Est-ce que vous avez été en situation de chômage? Ou est-ce que vous avez fait le tour du monde? Bref, c'est forcément une question, c'est forcément une situation qui va amener des questions qui parfois peut aussi amener des doutes sur la véracité du parcours. Donc autant être, j'allais dire, le plus exhaustif possible, quitte à de temps en temps, typiquement sur les étudiants, sur les jeunes diplômés, on peut parfois avoir des jobs alimentaires. Bon, il est clair que quand on a 2-3 ans d'expérience professionnelle, les jobs alimentaires que l'on a pu faire pendant ces jobs d'été ou ces stages, parfois, à un moment donné, on va pouvoir élaguer ou ne mettre qu'une seule ligne plutôt que de je te rejoins pleinement là-dessus. Finalement, plus que de savoir si on les mentionne ou pas, c'est l'importance que vous allez y consacrer. Effectivement, le job qui a été occupé il y a 20 ans, quand bien même il a duré 7 ans, mérite peut-être pas, surtout s'il n'est plus du tout en lien avec ce que vous recherchez, que l'on y consacre une trentaine de lignes. En revanche, l'expérience plus récente, mais qui elle est parfaitement en phase avec ce que vous recherchez, même si elle est, je dirais, moins longue dans le temps, méritera là, tout le détail et le séquençage qu'on évoquait tout à l'heure. Alors le temps file, parce qu'il ne nous reste plus non plus beaucoup de temps. On avait prévu 3/4 d'heure pour ce premier live Facebook. Mais nous sommes bavards. On est très bavards. Voilà. Puis en plus c'est un sujet qu'on aime bien. Exactement. Alors moi ce qui me semblait peut-être intéressant aussi de dire, au-delà de tous ces bons conseils sur qu'est-ce que je renseigne, qu'est-ce que je mets dans mon profil, c'est qu'est-ce que je peux faire avec mon profil, parce que un profil sur un réseau social professionnel particulièrement, c'est surtout un espace où je peux agir. Alors une fois que j'ai ma belle photo, mon beau titre, mon résumé, le détail de mes expériences, je vais y trouver plein de choses sur cet espace et plein d'outils pour agir. François, vu que le temps nous est un peu compté, toi tu as envie de peut-être attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur quels aspects donc moi, si tu veux, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure au démarrage du tournage, c'est l'idée de travailler sur le projet professionnel. Je constate beaucoup chez les étudiants ou chez les jeunes diplômés la non-utilisation de ces réseaux sociaux, alors qu'ils pourraient être utilisés de façon à travailler son projet professionnel. Regardez ce que sont devenus les mêmes étudiants d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans en termes de métier, ne serait-ce que pour se donner un peu une idée de ce que l'on peut faire avec son diplôme. On peut les interroger, on peut éventuellement voir certains parcours, les évolutions professionnelles de certaines personnes. On peut voir aussi pour des personnes qui sont un petit peu plus âgées des reconversions professionnelles, de voir comment on passe d'un métier à un autre. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réaliste? On n'a pas donné de chiffres du tout, mais LinkedIn, on est autour de 11 ou 12 millions de Français présents aujourd'hui sur LinkedIn. Donc ça laisse quand même un peu de monde avec qui vous pouvez discuter, échanger autour du projet professionnel ou de la reconversion professionnelle. Et peut-être que tu voulais évoquer d'autres choses sur les outils. Oui, alors, non, je te rejoins pleinement là-dessus. Puis je vais peut-être faire le lien d'ailleurs avec une question qui vient de tomber sur d'autres outils. On a beaucoup parlé de LinkedIn, mais effectivement, pour la gestion de son image professionnelle, tout commence et tout se fait quasiment depuis LinkedIn, ou en tout cas à partir de LinkedIn. On a des questions sur Twitter quand même, mais qui vont dans le sens de ce que tu évoquais. On nous demande à quoi sert véritablement Twitter et comment l'utiliser, comment retrouver les acteurs incontournables. Ça fait lien avec ce que tu disais quand j'évoquais des outils pour agir.
ce sont d'abord et avant tout de formidables outils de veille. Jamais les entreprises, jamais les collaborateurs des entreprises n'ont jamais autant communiqué sur ces espaces. Que vous soyez au moment où vous devez construire votre CV, vous avez plein de vos homologues et de vos pairs qui donnent à voir et communiquent sur ce qu'ils font, et c'est autant de sources d'inspiration. Mais bien sûr, au-delà de ça, ce sont les entreprises, ce sont leurs collaborateurs qui donnent aujourd'hui énormément d'infos, et des infos qui vous aident à vous positionner, mais aussi à trouver des arguments si demain vous devez être dans des logiques d'approche directe. Donc moi j'ai envie de souligner ça, je réponds toujours à la question sur Twitter. Twitter c'est un outil de veille et puis c'est un outil de développement de votre visibilité. Alors par contre, Twitter a un léger inconvénient, c'est que contrairement à LinkedIn qui, dès lors qu'on met un peu les mains dedans, reste finalement, je ne sais pas ce que je pense, mais assez intuitif. Oui. Twitter, lui, a ses codes, n'est pas forcément évident pour qui débarque. Et ça demande peut-être parfois de se former ou de se faire aider. Oui, alors, si tu veux, pour moi, Twitter, on peut avoir deux usages, un usage un peu plus basique qui ne nécessite pas forcément des codes. Mais par contre, si dans un second temps, au niveau intermédiaire ou avancé, vous voulez l'utiliser comme un outil de visibilité, dans ces cas-là, en effet, il y a un certain nombre de codes à connaître. Par contre, je te rejoins, c'est sur la notion de veille, puisque ce qui est important en utilisant Twitter, c'est de voir que c'est un magnifique outil où aujourd'hui on va pouvoir capter de l'information, et cette information, on va pouvoir éventuellement la partager. Et on va pouvoir la partager et faire le lien dans ces cas-là avec son profil LinkedIn. Et on va pouvoir partager sa veille Twitter sur son compte LinkedIn. Et on fait la boucle, puisque là, on revient sur la notion de visibilité. Après, là où je te rejoins, c'est que dans un second temps, à partir du moment où vous voulez commencer à tweeter, et bien là, en effet, Twitter, du coup, nécessite un certain nombre connaît un certain nombre de codes et de règles qu'il faut évidemment bien connaître avant de se lancer dans les tweets. On retrouve aussi un peu cet esprit d'approche directe à travers les groupes sur LinkedIn. Tu me demandais tout à l'heure quels autres aspects du site retiennent mon attention. Moi, je suis un fan absolu des groupes. Alors, je vous rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a un groupe qui s'appelle APEC, la communauté des cadres et des managers. Sur le site APEC.fr. Il est très très intéressant. Excellent. Mais au-delà de ça, c'est vraiment des espaces sur lesquels vous allez pouvoir vous rapprocher de vos pairs, trouver les communautés, poser des questions, solliciter la communauté, oser parfois poser des questions, c'est déjà la première étape. Hein. Et puis, là où je vais rajouter une petite astuce, parfois quand on veut entrer en contact avec un certain nombre de personnes, on ne peut pas entrer en contact directement parce que le niveau est trop éloigné, on est niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. En passant par un groupe de discussion, comme le dit Thomas, eh bien, le fait d'être inscrit dans le même groupe de discussion peut permettre justement de passer cette mise en relation, et donc le fait que vous soyez inscrits tous les deux dans le même groupe, vous pouvez du coup vous mettre à échanger sans être en relation. Donc c'est une petite astuce à connaître. Si vous n'avez pas de compte premium, si vous n'avez pas prévu de payer votre compte LinkedIn dans l'immédiat, ça c'est la super astuce. Alors, rentrer dans un groupe est souvent dépend d'une modération, donc ça ne va pas se faire forcément tout de suite. Mais vous voyez qu'une de vos cibles se trouve sur un groupe et vous avez besoin de rentrer en contact avec cette personne. Demandez à intégrer le groupe du moment que ça a du sens. Hein. Si c'est les anciens de l'école machin chose et que vous n'êtes pas de l'école machin chose, on risque de vous dire non. Mais les professionnels actifs sur ces espaces, en général, le sont aussi sur des groupes ouverts vraiment au plus grand nombre. Il y a des groupes qui comptent parfois jusqu'à plus de 100 000 personnes. Oui, et puis des groupes très 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 variés, quel que soit votre métier, quel que soit votre secteur d'activité. Vous trouverez des groupes qui seront évidemment très pertinents par rapport à votre recherche d'emploi et votre stratégie de recherche d'emploi. On a parlé de Twitter, on a parlé de LinkedIn, on a parlé de Viadeo. Est-ce que toi tu vois, François, d'autres médias sociaux qui sont aujourd'hui incontournables, indispensables pour qui arrive sur le marché ou est en recherche de poste? Alors moi je ne suis pas trop dans la multiplication de supports, parce que la multiplication de supports, à un moment donné, on risque de se disperser. Donc moi je serais d'avis plutôt de rester sur ces supports-là, de les investir, d'y passer un petit peu de temps plutôt que de papillonner, d'avoir trop de supports en même temps. Mais peut-être que derrière ta question, tu avais une réponse. Non, pas véritablement.
suis assez d'accord avec toi. Surtout si vous vous sentez peut-être aujourd'hui encore un peu éloigné de ces logiques, de ces outils. Commencez par l'essentiel et on vient de citer l'essentiel. Un recruteur aujourd'hui, en 2017, va prioritairement aller sur ces espaces. Après, on peut imaginer aussi des fonctions, là encore, des métiers qui vont justifier une présence sur d'autres espaces. Je pense à Instagram si on est sur les métiers de la créa, je pense à Pinterest pour tous les marketeurs, les communicants qui sont des espaces quand même très très utiles dès lors qu'on veut partager un certain nombre de visuels. On lit ici ou là Snapchat dans le recrutement ou d'autres médias un peu plus... Bon, je ne suis pas convaincu tout comme toi qu'il soit absolument nécessaire. Pour l'instant, Snapchat reste encore une micro-niche pour quelques entreprises qui essaient de se lancer dans le recrutement via Snap. Oui. Et puis rappelons que Snapchat, bon, effectivement, c'est plutôt les 15-22 ans qui vont y être. Et dès lors que vous arrivez dans la vie professionnelle, effectivement, les quelques autres qu'on vient d'évoquer sont évidemment beaucoup plus prioritaires. Il est moins le quart, à ma montre. C'était une première expérience qu'on a partagée avec vous. Vous serez indulgents sur peut-être les quelques ratés. Je pense à ce qui a été dit concernant le son. Pour le reste, merci à ceux qui nous ont questionnés. On se retrouve, nous, bientôt sur les chats, les vrais, que vous trouvez depuis APEC.fr. Vous nous retrouverez sur les chats régulièrement tous les mois. Voilà, tous les liens aussi liés à la présence APEC sur les médias sociaux sont sur la page www.apec.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos comptes personnels et nous solliciter. Et il nous reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée et vous remercier d'avoir suivi. Bon appétit. Très bon appétit et merci de nous avoir suivis aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. Au revoir.